Bonjour à tous. Après la vidéo sur Shane qui vous a beaucoup plu, plus de 30 000 vues, j'ai voulu continuer ce format et vous proposer aujourd'hui l'histoire du gouverneur. Alors, j'ai pas beaucoup touché la recette de base, je l'ai amélioré un petit peu, peut-être au niveau de la fluidité, mais honnêtement, j'aime bien la façon dont je raconte l'histoire et les moments où je m'arrête pour vous parler un petit peu des scènes et de ce qui compose la psychologie du personnage en question. Donc voilà, mais avant de commencer l'histoire du gouverneur, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost est un service privé qui vous permettra de naviguer anonymement et en toute sécurité sur internet. On a tous utilisé au moins une fois le Wi-Fi public, d'un aéroport, d'un fast-food ou même d'une gare, sans se douter que nos données personnelles peuvent être hackées. Et c'est là que CyberGhost intervient. Il peut protéger vos infos, cacher votre adresse IP, crypter vos données, afin que vous puissiez surfer sur le web en toute sécurité. Avec ça, CyberGhost peut même vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites internet ou même les vidéos YouTube. Vous pouvez même débloquer plus de 40 services de streaming comme Amazon, Netflix, Hulu, HBO Max ou même Ben Sport. Mais ce service ne s'arrête pas là. Vous pouvez regarder des films et des séries Netflix, disponible uniquement aux États-Unis ou même au Japon par exemple. CyberGhost fonctionne sur téléphone, PC et même sur les consoles avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. Un seul abonnement peut protéger 7 appareils, disponibles sur toutes les plateformes, Windows, iOS et même Android, ainsi que sur les consoles de jeux pour pouvoir les partager avec votre famille. Et c'est là que Tonton Grimes intervient, puisqu'avec le lien disponible juste en dessous et dans la description, vous allez pouvoir bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits, avec une garantie de 45 jours. C'est satisfait ou remboursé, comme ça tout le monde est content. Merci à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. Et nous, on est parti pour l'histoire d'un homme qui est quand même pas très sympathique. Failing to see the devil beside you. Oh, I see him all right. I brought whiskey. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du personnage que je considère comme le plus redoutable de The Walking Dead. Comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je ne considère pas Negan comme un véritable antagoniste, mais plutôt comme un anti-héros. Dans les films et les séries, il arrive parfois que certains antagonistes nous marquent par leur capacité à nous perturber ou à nous inspirer de la crainte. Par exemple, des personnages comme le Protecteur dans The Boys, Lalo dans Better Call Saul ou même Voldemort ont le pouvoir de susciter chez moi une véritable appréhension. Leur impulsivité, leur imprévisibilité, leur sadisme et leur malveillance font écho au personnage que je vais évoquer aujourd'hui, le gouverneur. Et malgré le fait que j'ai déjà visionné la série plusieurs fois, le gouverneur continue de me terrifier. Son art de la manipulation, son charme trompeur, ses mensonges constants et sa cruauté sans limite font de lui le parfait antagoniste. Il est capable de nous faire miroiter une possible rédemption avant de retomber dans ses travers, ce qui en fait à mes yeux l'archétype du méchant ultime. En effet, avec le temps, il est possible d'oublier les actions terribles commises par le gouverneur. Pour rappel, cet homme n'a pas hésité à déclencher une guerre par pur égocentrisme contre Rick, ou même à sacrifier les siens. Cependant, malgré sa nature monstrueuse, il possède une complexité troublante, capable d'éprouver de l'amour et des émotions, ajoutant ainsi une dimension encore plus sombre à son personnage. C'est pourquoi, ensemble, nous allons revenir sur l'histoire de Philip Blake, alias le gouverneur. Et avant d'explorer son parcours sombre et tortueux, il est crucial de souligner la distinction entre ces deux identités. Bien que Philip et le gouverneur ne soient qu'une seule et même personne, ils incarnent des aspects opposés. Philip Blake, en tant que non-civil, évoque peut-être des images de normalité, de famille et de banalité. Cependant, sous le poids de l'apocalypse zombie, cette facette de son identité s'efface peu à peu, révélant la monstruosité du personnage. C'est alors que naît le gouverneur, une entité impitoyable, manipulatrice et avide de pouvoir. Indéniablement, le gouverneur se distingue par son intelligence, sa ruse, sa cruauté, son insensibilité, sa brutalité et sa nature sociopathique. Et j'en passe, Mais surtout par son leadership fort en tant que survivant déterminé
au service de son groupe. Cette dualité entre Philip Blake et le gouverneur souligne la complexité de ce personnage. Alors que Philip Blake représente la fragilité de l'humanité, le gouverneur incarne la descente aux enfers et la perte de toute moralité. Préparez-vous donc à plonger avec moi dans l'histoire du gouverneur. On n'oublie pas le petit pouce bleu et de s'abonner si la chaîne vous intéresse. Et nous sommes partis. De ce que nous pouvons en déduire, Philip Blake semble être né dans les années 60. Il a un frère et son enfance a été marquée par la difficulté, principalement en raison de la violence de leur père. Durant son enfance, il jouait fréquemment aux échecs avec son père, mais perdait souvent, soumis à une pression constante qui lui fit perdre confiance en lui. Un jour, les deux frères furent surpris en train de fumer un paquet de cigarettes appartenant à leur père. Son frère prit la responsabilité, se désignant comme coupable, bien que ce fût l'idée de Philippe, mais ils se feront battre tous les deux. À plusieurs reprises, son frère tenta de se rebeller contre leur père, laissant une marque indélébile sur Philippe et nourrissant sa croyance en la possibilité d'avoir des héros. En grandissant, Philippe parvient à fonder une famille, en épousant une femme et en ayant une petite fille nommée Penny. Il avait aussi un chien qu'il considérait comme un peu simple d'esprit. Il travaillait de longues heures pour un employeur bien plus jeune que lui, sacrifiant son temps afin de subvenir aux besoins de sa famille et de payer sa voiture ainsi que sa maison. Pour Philippe, son travail était une question de survie, et il ne semblait pas particulièrement fier de son emploi. La seule source de joie dans sa vie résidait dans sa famille, qu'il chérissait profondément. Malheureusement, quelques mois avant le début de l'épidémie, Philippe reçut un appel téléphonique dévastateur pendant sa journée de travail. L'hôpital l'informa que sa femme avait eu un accident fatal. Cette nouvelle le bouleversa profondément, d'autant plus que sa femme lui avait laissé un message, lui demandant de la rappeler. Malheureusement, il n'eut jamais eu l'occasion de le faire, un regret qui le hantera tout au long de sa vie. Après le début de l'épidémie, Philippe et Penny, accompagnés de 9 survivants, se barricadèrent dans un appartement avant de prendre la décision de partir. En chemin, ils rencontrèrent plusieurs nouvelles personnes, dont les personnages de Milton et Martinez. Finalement, le groupe découvrit la ville abandonnée de Woodbury. Une fois la ville sécurisée, Philippe établit une communauté qui au fil du temps ne cessa de croître. Avec son charisme naturel, il devient le leader vénéré, portant le titre du gouverneur. Avec le temps, la communauté s'étendit, pour inclure environ 73 personnes. Le charisme inné de Philippe lui permit de prendre les rênes et de guider sa communauté vers la survie. Un jour, d'une manière que nous ignorons, Penny se transforma en rôdeur. Incapable de faire face à la mort de sa fille, Philippe prit une décision déchirante, en conservant le cadavre zombifié de Penny, dans un grand placard, cachant cette tragédie à sa communauté. Il semble que la perte de sa fille ait eu un impact profond sur lui, et a peut-être contribué à forger la personne qu'il est devenu par la suite. Plus tard, il confirma que s'il avait été impitoyable dès le début, sa fille serait peut-être encore en vie. Il est à noter que Philippe avait des têtes coupées dans son appartement, une pratique qu'il justifia en expliquant que cela le préparait aux horreurs du monde post-apo, dans lequel il évoluait. Ses choix et expériences semblent avoir façonné sa vision du monde, et ont influencé son approche de la survie. Par la suite, le gouverneur donna l'ordre à son groupe de trouver de la nourriture et des armes pour renforcer la communauté, sans révéler ses actions aux autres citoyens. Il n'hésitait pas à organiser des raids, allant jusqu'à tuer de nombreux survivants innocents pour atteindre ses objectifs, comme cela a été observé lors de la confrontation avec les militaires en saison 3. Dans le but de divertir la communauté, le gouverneur mit en place des tournois de combat de rôdeurs. Quelque temps après, il fit la rencontre de Merle Dixon, qui devient par la suite son lieutenant. Le gouverneur et ses hommes découvrent un récent accident d'hélicoptère. En fouillant la zone, le gouverneur abat un rôdeur et décide de sauver le soldat qui a survécu à l'accident. De l'autre côté, alors que les rôdeurs autour de Michonne commencent à s'agiter, Merle les trouve, elle et Andrea, et décide de les ramener à Woodbury. Le gouverneur vient à leur rencontre pour s'assurer que tout va bien. Michonne réclame ses armes, mais le gouverneur précise qu'elles ne peuvent pas encore partir. Il souligne qu'elles ne sont pas des prisonnières, mais des invitées. Par la suite, il fait visiter la ville aux deux jeunes femmes. Interrogé sur son nom de gouverneur, il explique que c'est un surnom. Mais Andrea précise que c'est en réalité un titre. Le gouverneur leur attribue un appartement et demande à Andrea de se reposer avant de venir chez lui le lendemain, montrant ainsi une facette de son caractère qui mélange l'hospitalité et le contrôle subtil de la situation. Je serais plus à l'aise ici.
C'est pas un 4 étoiles, mais il y a de l'eau chaude. En quantité limitée, alors ne traînez pas sous la douche. Quand la série nous présente le gouverneur, à aucun moment nous ne pouvions réellement savoir que c'était un véritable monstre. C'est pour moi toute la force du gouverneur. Son charisme naturel, sa manière subtile de manipuler, en font un ennemi redoutable. Une introduction qui va très rapidement nous laisser bouche bée. Le lendemain, le gouverneur se rend au chevet du soldat Wallace, qu'il avait sauvé la veille. Wallace lui parle de son camp et de l'emplacement de ses camarades. Le gouverneur interroge ensuite Merle au sujet d'Andrea, et après quelques explications, il lui demande d'enquêter davantage sur elle. Le gouverneur répondra aux questions d'Andrea, qu'il a invité à dîner, avant de se rendre au lieu indiqué par Wallace. Le gouverneur arrive donc sur les lieux, agitant un drapeau blanc pour signaler sa présence. Il explique aux hommes sur place que leur camarade Wallace s'est écrasé, mais a miraculeusement survécu. Les soldats se détendent, mais à la surprise générale, le gouverneur sort une arme, soutenu par d'autres hommes cachés dans les arbres, et abat tous les soldats. Il repère ensuite un soldat tentant de s'enfuir et l'abat avec une M4. Il récupère les fournitures et retourne à Woodbury. Sur place, le gouverneur explique à sa communauté que les soldats étaient tous morts à leur arrivée, dissimulant la vérité sur les événements réels. Plus tard, nous observons le gouverneur entrant dans une pièce où il stocke des têtes de marcheurs, y compris celle de Wallace, le soldat qu'il avait sauvé quelques jours auparavant. La fin de l'épisode est saisissante, mettant en lumière, contrairement au début de l'épisode, un homme sanguinaire. Il n'éprouve aucun remords à avoir tué un homme qu'il avait précédemment sauvé, simplement pour obtenir des informations sur le campement. C'est un homme qui n'hésite pas à agiter le drapeau de la paix avant d'abattre un groupe entier, et qui ment à ses citoyens sans le moindre scrupule. Le ton est ainsi définitivement donné. Nous avons fait la connaissance d'un leader impitoyable. Quelques jours plus tard, le gouverneur découvre Michonne en train d'inspecter les camions volés. Il continue à mentir, prétendant que les soldats sont morts dans un affrontement contre les rôdeurs, et que les impacts de balles étaient probablement le résultat de combats avec d'autres survivants. Plus tard, alors que le gouverneur joue au golf, Merle vient lui demander l'autorisation d'aller à la recherche de son frère. Il refuse de laisser partir Merle, mais acceptera de l'accompagner plus tard s'il trouve des preuves plus concrètes. Par la suite, le gouverneur partage un verre avec Andrea et lui révèle son passé, évoquant la mort de sa femme. Il dévoile enfin son vrai prénom, Philip Blake, et lui assure qu'elle est la bienvenue à tout moment. Dans une autre scène, le gouverneur est montré en train de brosser les cheveux de sa fille décédée. En appuyant trop fort, un morceau de chair se détache, provoquant en elle une violente explosion de rage. Il tente de la calmer, mais en regardant par la fenêtre, il aperçoit Michonne les observer. Ce passage, où le gouverneur brosse les cheveux de sa fille décédée, dévoile non seulement son incapacité à faire le deuil de la perte de son enfant, mais aussi la profondeur de sa folie. En utilisant cette activité quotidienne normalement associée à des moments tendres et affectueux, le gouverneur démontre sa déconnexion de la réalité. Par la suite, le gouverneur prononce un discours à la ville. Il découvre que Michonne a pénétré dans son appartement pour dérober son katana et éliminer plusieurs rôdeurs. Le gouverneur lui propose alors de rejoindre son équipe, mais Michonne, loin d'être dupe, le tient à la gorge avec son katana. Face à cela, elle décide de quitter Woodbury avec Andrea. Cependant, le gouverneur remarque qu'Andrea n'est pas partie et a choisi de rester. Il l'invite à assister à un combat de gladiateurs, comprenant des rôdeurs ainsi qu'un affrontement entre Merle et Martinez. Dégoûté par la situation, le gouverneur tente de la rassurer en lui expliquant que tout ceci n'est que du spectacle. Une manière pour lui de maintenir un certain contrôle sur la population en les divertissant plutôt qu'en les laissant vivre dans la crainte. Ouais, les mordeurs n'ont plus de dents, on les leur arrache. C'est rien d'autre qu'un spectacle. Comprenant le danger que représente Michonne, le gouverneur envoie une équipe pour la tuer. Andrea vient alors lui demander si elle peut être utile et travailler près des murs, ce à quoi il acquiesce. Cependant, Andrea, apercevant un marcheur au loin, décide de s'en occuper, ce qui déplaît au gouverneur. Lorsqu'elle lui explique qu'elle a apprécié le spectacle de la veille, il lui répond qu'elle n'a pas à avoir honte. Il partage avec elle un peu de son passé et avoue ne pas savoir comment il est devenu le chef de Woodbury. Ils partagent un verre et finissent par passer la nuit ensemble. Plus tard, Merle vient expliquer au gouverneur que tous les hommes qui l'accompagnaient sont morts dans le combat contre Michonne. Le gouverneur trouve une excuse pour faire croire qu'ils sont morts en héros. Merle explique qu'il a enlevé des membres de son ancien groupe, Glenn et Maggie, et qu'ils sont retenus dans un endroit sûr. Le gouverneur lui demande de ne rien dire, surtout à Andrea,
soulignant ainsi son intention de maintenir le contrôle sur l'information au sein de Woodbury. Cela ajoute une couche de manipulation et de secret à l'intrigue, montrant le caractère calculateur du gouverneur. La relation entre lui et Andrea évolue, laissant entendre qu'ils entretiennent une relation intime. Il envoie Andrea avec Milton pour qu'ensemble ils poursuivent les recherches, tandis qu'il interroge Maggie. Face au refus de Maggie, le gouverneur prend une tournure plus sombre en forçant Maggie à retirer son haut et en la menaçant d'abus. Il emmène ensuite Maggie à Glenn, faisant croire à une situation bien plus grave qu'elle ne l'est réellement, et dans une situation de plus en plus tendue, le gouverneur menace Glenn, forçant ainsi Maggie à tout révéler. Par la suite, le gouverneur discute avec ses hommes de la situation, choqué qu'un groupe aussi réduit que celui de Rick ait réussi à libérer la prison. Il réalise la solidité du groupe et prend conscience de la nécessité de se préparer. Il demande aussi à Merle de choisir son camp. Cette scène dépeint le gouverneur comme un individu profondément perturbé et impitoyable, employant des tactiques brutales pour parvenir à ses fins. Bien qu'il n'ait pas concrètement abusé de Maggie, le simple fait de la menacer et de la contraindre à retirer son haut révèle la cruauté extrême et la nature monstrueuse du gouverneur. Le gouverneur se présente ainsi comme un antagoniste redoutable, capable de perpétrer des actes monstrueux sans nécessairement recourir à une violence physique directe. Le gouverneur réconforte Andrea après l'expérience traumatisante qu'elle a vécue avec Monsieur Coleman. Par la suite, il demande à Merle d'exécuter Maggie et Glenn, mais ils sont sauvés in extremis par Rick, Oscar, Daryl et Michonne. Une fusillade éclate dans les rues de Woodbury et Andrea réalise que cela provient de la prison, voyant un homme en tenue de prisonnier. En se rendant à son appartement, le gouverneur est choqué de découvrir Michonne, prête à abattre Penny. Implorant Michonne de laisser sa fille tranquille, une altercation éclate entre les deux. Finalement, Michonne tue Penny, précipitant le gouverneur dans un état de choc et de colère. Lors de la bagarre qui s'ensuit, Michonne saisit un morceau de verre brisé et le plante dans l'œil droit du gouverneur. Alors qu'elle est sur le point de le tuer, Andrea s'interpose. Elle est choquée de découvrir la tête des rôdeurs pendant que le gouverneur embrasse le cadavre de sa fille. Cet événement marque un tournant crucial dans le développement du personnage du gouverneur. La perte de sa fille Penny, combinée à l'échec de son contrôle sur Michonne et l'attaque de Woodbury par le groupe de Rick, le pousse dans une spirale de colère et de désespoir. Après avoir compris qu'il ne retrouverait jamais la vue de son œil droit, le gouverneur explique à Andrea que les têtes lui servaient à se préparer au monde extérieur. Dans la soirée, il raconte à tout le monde ce qui s'est passé et accuse Merle de trahison, le qualifiant de traître. Les soldats font venir Daryl dans l'arène, l'obligeant à le tuer afin de prouver sa valeur. Les tensions s'intensifient, les résidents réclament la mort de Merle et Daryl, alors que le combat fait rage, Rick et son groupe interviennent pour sauver Daryl et parviennent à s'échapper. Les citoyens de Woodbury veulent quitter la ville. Pendant que des marcheurs envahissent la ville, le gouverneur abat Monsieur Foster, déjà mordu devant tous les habitants. Il observe par la fenêtre Andrea, tentant de calmer les résidents, demandant des explications sur ce qui s'est passé. La scène illustre la montée des tensions et de la violence croissante à Woodbury, ainsi que le comportement impitoyable du gouverneur pour maintenir son contrôle. Il insiste sur le fait qu'Andrea devrait le remplacer en tant que chef, admettant qu'il est incapable de continuer à diriger pour le moment. Par la suite, il lance une attaque contre la prison, tuant Axel et envoyant un camion rempli de marcheurs. L'expression de son visage laisse transparaître son plaisir dans cette violence. Dans le but de mieux préparer les résidents à la bataille et d'éviter des représailles potentielles, le gouverneur décide d'armer les citoyens et de les former au tir. Le gouverneur mentira à Andrea, prétendant qu'il est parti négocier à la prison, mais que Rick a attaqué en premier. Milton rapportera immédiatement au gouverneur qu'Andrea tente de se faufiler chez Rick pour négocier, et le gouverneur lui demandera alors de l'aider à s'échapper. Tyrese arrivera plus tard à Woodbury, avec son groupe, offrant au gouverneur l'aménagement de la prison. Andrea reviendra et informera que Rick et les siens vivent dans une situation précaire. Le gouverneur lui répondra en affirmant que Woodbury est sa véritable place. Andrea, après avoir réfléchi à la possibilité de le tuer comme Carol lui a suggéré, se résignera. Bien que les sentiments du gouverneur envers Andrea ne soient pas clairement définis, son habileté à la manipuler montre son talent pour contrôler les situations et les personnes autour de lui, laissant planer des doutes sur les motivations et les véritables sentiments du gouverneur envers Andrea. Après une réunion organisée par celle-ci, Rick et le gouverneur se rencontrent enfin. La tension est palpable dès le début. Le gouverneur fait signe de poser son arme, mais Rick choisit de la ranger, tandis que le gouverneur cache une arme chargée sous la table. Rick lui fait comprendre qu'il est au courant de tout, des armes,
des raids, des têtes coupées et même de la tentative d'abus envers Maggie. Rick propose ensuite au gouverneur de prendre la partie ouest de la rivière, tandis que la prison conservera la partie est. Le gouverneur refuse et demande à Rick de se rendre. Le gouverneur affirme que s'il laisse le groupe de Rick tranquille, il passera pour un faible aux yeux des siens, bien que cela ne soit pas le problème du shérif. Il évoque ensuite sa femme décédée, ce qui ébranle Rick, et lui promet de ne rien faire à son groupe s'il lui livre Michonne. Il laisse à Rick un délai de 2 jours pour réfléchir à cette proposition. En revenant à Woodbury, le gouverneur demande à Martinez de préparer une embuscade lors de la prochaine réunion avec Rick. Son objectif est que tout le monde meure, à l'exception de Michonne. Par mesure de précaution, il confisque les armes d'Andrea et annonce qu'il souhaite qu'elles soient présentes lorsqu'ils concluront l'accord avec Rick. Andrea, qui n'est pas dupe, tente alors de s'échapper. Sacha et Tyrese rapportent au gouverneur ses actions. Comprenant que Milton a tout révélé à Andrea, il décide de la rattraper rapidement avant qu'elle ne compromette son plan. Le gouverneur traque Andrea dans un entrepôt, brisant les vitres pour déterminer sa position à travers le son du verre écrasé. Andrea parvient à s'échapper en libérant un groupe de rôdeurs, forçant le gouverneur à reculer. Alors qu'Andrea se trouve aux portes de la prison et tente de prévenir Rick, le gouverneur la rattrape et la ramène de force à Woodbury. Comprenant que ce n'est pas Tyrese mais Milton qui a brûlé la fosse aux rôdeurs, le gouverneur va chercher Milton, lui faisant comprendre qu'il a découvert qu'il était le coupable. Pendant qu'Andrea, elle, est attachée dans la salle de torture. Le gouverneur et ses hommes attendent l'arrivée de Rick, se préparant à lui tendre une embuscade. Cependant, une voiture jouant de la musique forte fait soudainement son entrée, attirant de nombreux rôdeurs et forçant les soldats de Woodbury à se défendre. Alors que Merle avait son réticule pointé directement sur le gouverneur, Ben marche involontairement sur le chemin et se fait tirer dessus, sauvant la vie de Philippe, et révélant l'emplacement de Merle. Les soldats de Woodbury commencent à frapper Merle au sol, le gouverneur leur ordonne de reculer, annonçant qu'il va prendre soin de lui. Il ramène Merle dans le magasin de la ferme où il se cachait et commence à lui infliger des coups de poing et des coups de pied. Le gouverneur étouffe Merle et lui mord 2 doigts, avant de lui casser le bras. Il sort son arme et tire sur Merle dans la poitrine, le tuant. Par la suite, le gouverneur passera à tabac Milton, lui reprochant la mort de ses hommes. Il lui demandera de tuer Andrea pour prouver sa loyauté. Milton tentera alors de tuer le gouverneur, mais ce dernier le poignardera à 3 reprises. Avant de quitter la pièce, le gouverneur dira « La vie maintenant, c'est tuer ou mourir. Ou mourir et tuer. » Il ira ensuite rejoindre son armée, rappelant que Rick et son groupe sont responsables de la mort de leurs amis et qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas tous éliminés. Le gouverneur arrive avec son armée à la prison, fait exploser la tour de garde et ensemble, ils s'infiltrent à l'intérieur. Malheureusement pour eux, la prison est totalement vide. Seule une Bible traîne sur la table. L'armée se disperse et ils sont soudainement attaqués par des grenades flash et des rôdeurs. La panique s'installe et le gouverneur tente de calmer ses hommes en vain. Glenn et Maggie commencent à tirer depuis la passerelle en leur hurlant de quitter la prison. Le gouverneur veut continuer à se battre, mais ses hommes ne sont pas prêts et décident de fuir les lieux. Sur la route de Woodbury, le gouverneur est furieux et demande à tout le monde de retourner à la prison. Les hommes ont peur et refusent, ce qui fait totalement perdre pied au gouverneur. Il décide alors d'abattre les siens. Les tirs commencent et les membres de Woodbury tombent les uns après les autres. Plus de 20 personnes sont abattues. Les lieutenants du gouverneur sont choqués, mais le gouverneur ne bronche pas et décide de partir vers un lieu inconnu. La scène finale de la saison 3 marque un tournant majeur pour le personnage du gouverneur. Après avoir échoué dans son attaque contre la prison et perdu la confiance de ses hommes, le gouverneur sombre dans une folie meurtrière. Face au refus de ses hommes de retourner à la prison, il perd le contrôle et prend la décision brutale d'abattre ceux qui l'entourent. Cette séquence souligne la dégradation psychologique du gouverneur et son incapacité à accepter l'échec. L'acte violent qu'il commet contre ses propres partisans révèle la véritable nature impitoyable et instable du personnage. C'est un moment clé qui préfigure le chemin sombre que le gouverneur suivra dans la saison suivante, malgré une fausse tentative de rédemption. Dans cette saison, le gouverneur, dont le vrai nom est Philip Blake, est introduit comme le charismatique et autoritaire leader de la ville de Woodbury. Il apparaît comme un homme déterminé à protéger sa communauté, mais derrière cette façade se cache un individu extrêmement manipulateur et brutal. Tout au long de la saison, le gouverneur est montré comme un leader charismatique qui maintient l'ordre à Woodbury,
tout en cachant certains aspects sinistres de sa personnalité. Son rôle de leader masque ses tendances autoritaires, et il n'hésite pas à prendre des mesures drastiques pour assurer la sécurité de Woodbury. Cela inclut la mise en place de combats de rôdeurs pour divertir les citoyens, et l'utilisation de tactiques violentes pour éliminer les menaces. La saison 3 atteint son point culminant lors de l'attaque du gouverneur contre la prison, où Rick et son groupe ont établi leur camp. Cette confrontation intense entre Rick et le gouverneur est marquée par la brutalité et les pertes des deux côtés. Alors que nous pourrions croire que le gouverneur va enfin changer, la saison 4 va nous faire savoir que non. Le gouverneur et ses lieutenants campent sur le site où les soldats de la saison 3 ont été massacrés. Comprenant que le gouverneur est mentalement instable, ces deux lieutenants décident de fuir en pleine nuit. Se réveillant et réalisant qu'il est seul, le gouverneur vole le camion de la garde nationale et retourne pour brûler la ville. Quelques mois après avoir survécu seul, il s'écroule de fatigue après être arrivé en ville. Il remarquera ensuite une petite fille qui le regarde à travers la fenêtre d'une maison et décide d'y entrer. La famille qui se trouve à l'intérieur est méfiante, mais décide de l'accueillir. Le gouverneur fait alors la connaissance des sœurs Chandler, Lily et Tara. Elle l'interroge sur ses intentions, et préférant ne pas révéler son identité, il prétend s'appeler Brian. Il informe qu'il vivait dans une ville fortifiée, mais que le responsable l'a perdu. Le gouverneur continue d'aider la famille, apportant un soutien au père malade et se rendant dans une maison de retraite pour y récupérer des bonbonnes d'oxygène. Arrivant à les récupérer avec difficulté, il est soigné par Lily. Pendant ce temps, le gouverneur se lie d'amitié avec la petite Megan, qui lui rappelle fortement sa fille décédée Penny. Il commence à tisser des liens amicaux avec la famille, mais doit malheureusement tuer David, qui est mort de son cancer. Après avoir enterré David, le gouverneur décide de partir, mais Lily demande à ce que sa famille puisse se joindre à lui. Ensemble, ils partent vers l'inconnu et le gouverneur tisse des liens forts avec Lily. Alors que le camion tombe en panne, le groupe doit continuer à pied. Malheureusement, ils sont attaqués par un groupe de rôdeurs et le gouverneur et Megan sont séparés des autres. Ils finissent par tomber dans une fosse à rôdeurs et le gouverneur les tue tous, jurant de protéger la petite Megan. C'est alors qu'en levant les yeux, il découvre le personnage de Martinez, en train de l'observer. Après les avoir aidés à sortir, Martinez comprend clairement la supercherie lorsque celle-ci commence à appeler le gouverneur Brian. Bien qu'il soit accepté par le groupe de Martinez, ce dernier avertit le gouverneur de ne pas remettre en question son autorité. Le gouverneur et son petit groupe vivent dans une caravane, et au fil des jours, la jeune Megan, pendant une partie d'échecs, se demande si ce sont des bonnes personnes, incitant le gouverneur à réfléchir sur tout son passé. Toute la complexité du personnage réside dans les épisodes qui lui sont consacrés. On y découvre le gouverneur, prêt à prendre soin d'une famille, risquant sa vie pour les sauver. Cela pourrait laisser croire à une certaine rédemption. Cependant, il est assez facile de se rendre compte que le gouverneur projette son ancienne famille sur Lily et Megan. Ses actions envers elles peuvent être interprétées comme une tentative de se racheter ou de retrouver un semblant d'humanité après les atrocités commises à Woodbury. Cependant, il est crucial de noter que le gouverneur semble incapable de rompre avec son passé violent et manipulateur, au vu de ce qu'il va se dérouler dans la suite. Ses actions ambiguës soulèvent des questions sur la véritable nature de ses motivations. Est-il sincère dans ses efforts pour protéger cette nouvelle famille, ou utilise-t-il simplement Lily et Megan comme des substituts pour combler le vide laissé par la perte de sa propre famille? Plus tard, le gouverneur accepte de partir en ravitaillement avec Martinez et deux de ses hommes, Pete et Mitch. Il découvre une maison abandonnée dans les bois et élimine tous les marcheurs à l'intérieur, dont un jeune garçon que Philippe se voit contraint de tuer. Décidant de passer la nuit dans la maison, il partage de la bière que Mitch a dénichée dans la cuisine. Au cours de la soirée, les révélations surgissent quant au passé militaire de Mitch et Pete, tous deux ayant servi dans l'armée. Mitch s'est échappé avec son tank et avait formé le camp, tandis que Pete était à Fort Benning. De retour au camp, Martinez propose à Philippe de jouer au golf, une activité qu'il pratiquait à Woodbury. Toutefois, pendant la partie, alors qu'il consomme de l'alcool, Martinez suggère de partager les responsabilités de leadership avec Philippe. En proie à la colère et à l'ivresse, le gouverneur frappe violemment Martinez à l'arrière de la tête avec un club de golf. Il traîne ensuite le corps de Martinez jusqu'à l'une des fosses de marcheurs, le jetant aux zombies en criant qu'il ne souhaite plus assumer le rôle de leader. Le lendemain matin, Pete annonce la découverte du corps de Martinez dans l'une des fosses de marcheurs, supposant qu'il est tombé en étant ivre pendant une partie de golf. Pete prend alors la tête du groupe jusqu'à ce qu'il puisse organiser un vote sur la question.
Lors d'une mission de ravitaillement avec Pete et Mitch, ils croisent un autre groupe de survivants installés à quelques kilomètres de leur camp. Mitch suggère d'attaquer et de voler leurs provisions, mais Pete refuse, estimant qu'il ne faut pas tuer d'autres personnes pour obtenir des vivres. Ils continuent leur recherche, ignorant le camp rencontré. Le groupe ne parvient pas à trouver de la nourriture et sur le chemin du retour, ils constatent que le camp a été attaqué, les provisions volées. Mitch, furieux, tue un vieil homme à peine en vie, acte que Pete désapprouve, soulignant qu'il aurait dû l'aider au lieu de le tuer. Le gouverneur réalise alors que Pete est un leader inefficace. À l'aube, il décide de s'échapper du camp avec Lily, Megan et Tara. Ensemble, ils prennent une voiture et commencent à rouler, mais se retrouvent bientôt confrontés à une horde de rôdeurs bloqués dans la boue, obligeant leur retour au camp. Le lendemain, le gouverneur se rend à la caravane de Pete, exprimant son désir de discuter de Mitch. À l'intérieur de la caravane, il poignarde Pete dans le dos avec un couteau avant de l'étouffer à mort. Ensuite, il se dirige vers la caravane de Mitch, s'introduisant sous la menace d'une arme. Il ordonne à Mitch de s'asseoir et annonce qu'il a tué Pete, assumant désormais le rôle de leader. Mitch, surpris, demande si le gouverneur est venu pour le tuer, mais ce dernier révèle que Mitch avait raison d'attaquer l'autre camp la veille, affirmant que Pete était un leader incompétent et les aurait conduits à leur perte. Philippe propose à Mitch de devenir son bras droit, à condition qu'il n'aille jamais à l'encontre de son autorité. Afin de dissimuler la mort de Pete, il jette son corps dans un lac et crée une histoire selon laquelle Pete est mort héroïquement lors d'une course de ravitaillement. On voit le gouverneur en train de marquer une carte lorsque Lily passe. Lorsqu'on lui demande, Philippe répond qu'ils doivent déménager dans un endroit plus sûr. Mais Lily pense que leur emplacement actuel est suffisamment sûr. Le leadership de Philippe semble bénéfique au groupe depuis quelques semaines, et sa relation avec Lily se déroule bien, jusqu'à ce qu'un rôdeur pénètre dans le camp et attaque Megan. Le gouverneur réalise que malgré tous leurs efforts en matière de sécurité, le camp ne sera jamais assez sûr pour assurer la protection de sa nouvelle famille. Il n'y a qu'un seul endroit sécurisé dans cette région de la Géorgie. Philippe monte dans un camion et retourne à la prison. L'histoire du gouverneur rattrape finalement le scénario actuel où il surveille secrètement la prison à distance. Alors qu'il enquête sur la zone, il croise Michonne et Herschel en train de brûler un tas de rôdeurs. Le gouverneur sort son arme et se prépare à attaquer. Il parvient à assommer Michonne et tient Herschel sous la menace d'une arme, le forçant ainsi à se rendre. Plus tard, Philippe est de retour au camp et rassemble son peuple, affirmant qu'il doit les convaincre de prendre des mesures. Il révèle avoir capturé Herschel et Michonne et explique que les personnes qui ont attaqué son ancien camp vivent actuellement en prison. Bien que l'endroit soit clôturé et à l'abri des rôdeurs, il estime que les gens qui y vivent ne méritent pas cette courtoisie. Il ment en disant que le groupe de Rick a attaqué son ancien camp, tout brûlé, l'a mutilé et tué sa fille. Son plan est d'utiliser Herschel et Michonne pour contraindre Rick et ses hommes à quitter la prison. Il compte le faire sans verser de sang ni utiliser une arme à feu. Tout le monde semble être d'accord avec le gouverneur, et après le discours, Lily l'approche et lui demande s'ils vont tuer les gens dans la prison. Cependant, le gouverneur explique que le groupe de la prison est le véritable tueur. Lily désapprouve son idée, et son opinion sur Brian semble avoir changé. Herschel tente de convaincre Philippe qu'ils peuvent résoudre ce problème sans recourir à la violence. Philippe explique qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble car ils ne s'entendraient pas avec Rick. Herschel lui demande comment il peut menacer les filles de quelqu'un d'autre s'il en a une lui-même. La réponse du gouverneur est froide. Parce que ce ne sont pas les miennes. Ils conduisent l'une des caravanes jusqu'à une rivière, où le gouverneur demande à Lily de rester avec Megan, jusqu'à ce que lui et les autres capturent la prison. Lily remet en question les actions de Philippe, mais le gouverneur promet que tout ira bien et qu'il aime Lily ainsi que Megan. Il s'approche ensuite de Megan, alors qu'elle joue dans la boue, et lui dit au revoir, promettant qu'il sera de retour d'ici la fin de journée. Le gouverneur et sa milice arrivent à la prison, avec Mitch conduisant son tank et annonçant leur présence en faisant sauter l'une des tours de garde. Le gouverneur monte sur le réservoir et appelle Rick. Rick explique qu'il n'est plus le leader, qu'il y a un conseil qui commande la prison. Le gouverneur demande si Herschel et Michonne font partie du conseil, et les deux sont sortis, mis à genoux devant le char. Rick se propose d'être capturé lui-même si le gouverneur laisse partir Herschel et Michonne, mais ce dernier dit que la seule chose qu'il veut est la prison. Il donne à Rick jusqu'au coucher du soleil pour prendre sa décision. Bien que Rick essaie de le convaincre qu'ils pourraient vivre ensemble, le gouverneur n'est pas d'accord. Lorsque Rick refuse de partir, le gouverneur attrape l'épée de Michonne et menace de tuer Herschel. Rick tente un discours sur la possibilité de changement et de rédemption, mais le gouverneur reste impassible, traitant Rick de menteur. Il procède ensuite à la décapitation partielle d'Herschel avec l'épée de Michonne, suscitant la colère de Maggie et Bess.
Face à cette horreur, Rick ouvre le feu sur le gouverneur avec colère, déclenchant une violente confrontation. Philippe est touché au bras et court vers un endroit sûr, déclenchant une guerre entre les deux groupes. Les échanges de tirs sont intenses et le gouverneur aperçoit Herschel encore en vie, tentant de se mettre en sécurité. Philippe l'attrape et le décapite complètement. Juste après cet acte brutal, il réalise que Lily était présente et avait tout vu. Elle porte le cadavre de Megan mordu par un rôdeur. Le gouverneur reste silencieux, lui tire dans la tête pour empêcher sa réanimation, puis retourne à la bataille comme si de rien n'était. Cette action froide laisse Lily sous le choc. Le gouverneur ordonne à sa milice d'abattre les clôtures et de détruire le groupe carcéral, leur demandant de les tuer tous. Mitch conduit le char par-dessus les clôtures de la prison et la milice envahit la cour. Le gouverneur avance derrière le char et se met à couvert derrière un bus. Alors qu'il s'apprête à rejoindre ses hommes dans la cour, il est attaqué par Rick. Les deux s'engagent dans un combat à coups de poing où le gouverneur finit par prendre le dessus. Après avoir battu Rick tout en le maîtrisant, juste au moment où il est sur le point de le tuer, Michonne se faufile derrière le gouverneur et lui transperce le dos avec son épée. Malgré la victoire apparente, Michonne décide froidement de le laisser mourir lentement dans l'agonie. Plus tard, Lily, dégoûtée par les actions de Philippe, s'approche de lui et lui tire une balle dans la tête, mettant ainsi fin à ses jours et vengeant tous les morts qu'il avait causés. Dans cette saison 4, nous découvrons un gouverneur assez différent de ce que nous avons pu voir auparavant. Avant qu'il ne sombre une nouvelle fois, après la défaite contre Rick et la perte de Woodbury qu'il ira brûler par pure colère, comme s'il voulait empêcher quelqu'un de reprendre la ville, le gouverneur devient un homme brisé et seul. Cette saison explore davantage sa psychologie, révélant un homme en proie à une lutte intérieure entre les regrets, les remords et sa quête de pouvoir, renonçant même à son ancienne identité. Sa rencontre avec Lily, Tara et Megan le pousse à tenter de reconstruire une nouvelle vie. Cependant, malgré ses efforts, il est forcé de constater que les démons du gouverneur sont bel et bien présents. Instable mentalement, il ne pourra s'empêcher d'entraîner ses hommes dans un combat qui ne les concerne pas. Pourtant, juste avant, le gouverneur ne voulait plus être leader, mais sa haine envers le groupe de Rick a pris le dessus et ravivé sa soif de sang. Toute la complexité du gouverneur est là, un homme capable d'aimer, de protéger, mais qui lutte avec ses démons qui réclament du sang. Le gouverneur est un homme qui a commencé à sombrer définitivement le jour où sa petite fille est morte. Son acte d'essayer de la maintenir zombifiée et de passer du temps avec elle, comme si elle était toujours en vie, démontre qu'il s'accroche à son passé et qu'il ne peut plus aller de l'avant. Cet amour pour Penny le pousse à projeter ses sentiments sur la petite Megan, tandis que l'amour qu'il avait pour son ancienne femme est projeté sur Lily. Ces mécanismes de projection montrent à quel point le gouverneur est en proie à ses propres démons émotionnels, et à sa difficulté à accepter les pertes et les changements dans sa vie post-apocalyptique. Nous sentons qu'il existe deux personnes, Philippe et le gouverneur. Pourtant, à la fin, ces deux personnalités n'en forment plus qu'une seule. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, ces deux facettes de sa personnalité fusionnent, créant une entité unique. Cette fusion révèle la transformation du personnage, où ses expériences traumatiques et ses choix difficiles ont forgé un individu complexe et souvent contradictoire. La lutte entre son ancienne humanité et la cruauté devenant son identité dominante. Intelligent, cruel, manipulateur et charismatique, le gouverneur est l'antagoniste suprême de The Walking Dead. Capable d'agir seul ou en groupe, il n'a pas peur de faire ce qu'il faut pour survivre et assurer la survie des siens. Sa complexité réside dans son évolution psychologique tout au long de la série, oscillant entre la quête de pouvoir, la protection de ses proches et les démons intérieurs qui le hantent. De Philippe au gouverneur, il est encore aujourd'hui pour les fans considéré comme l'un des plus grands méchants de la franchise. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se voit la semaine prochaine pour les scènes les plus choquantes de The Walking Dead. Ensuite, nous nous verrons pour Rick et Michonne, et ce sera aussi bientôt l'annonce de mon très gros projet. Portez-vous bien, et à la semaine prochaine.